Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h, chaque 4e mardi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons aborder le sujet qui va clôturer notre année radiophonique avant les vacances d'été. J'ai choisi un thème qui va vous permettre de réfléchir pendant ce moment de détente afin de préparer votre rentrée sous les meilleurs auspices possibles. Le sujet de notre émission d'aujourd'hui sera « Réinventer le bien-être au travail, une responsabilité partagée entre le salarié et la société qui l'emploie ». C'est un vaste sujet. La raison pour laquelle j'ai choisi de traiter ce thème aujourd'hui est la suivante. Je me suis aperçue, et je m'aperçois tous les jours dans l'exercice de mon métier, que le contexte économique a énormément durci les rapports dans l'entreprise, notamment depuis 2009. Les sociétés évoluent à un rythme de plus en plus rapide. Elles font l'objet de changements d'actionnaires, de modifications de leur direction générale et de modifications de leur stratégie. Les équipes de direction ont beaucoup moins de temps qu'il y a une dizaine d'années pour faire face aux challenges qui se posent à elles. Cela peut amener les salariés à douter d'eux-mêmes, de leurs encadrants ou même de leur place dans l'organisation. Cela se traduit parfois par des déceptions et dans le moins pire des cas, les salariés démissionnent parce qu'ils ne trouvent plus leur place dans l'organisation. Cela se traduit d'autres fois par des placardisations, des démotivations, des burn-out et des dépressions. Cette situation complexe prend en compte à la fois des données de l'environnement personnel et professionnel du salarié. Lorsque l'on cherche à adresser le problème d'un seul côté, et j'ai essayé avec mes clients pendant quelques années, il me semble qu'on ne l'adresse que partiellement. J'ai donc choisi aujourd'hui de m'adresser à 2 personnes spécialistes du bien-être et de leur proposer une interview croisée. Il s'agit de Florence Servan-Schreiber, pour qui la notion de bien-être sur le plan personnel est quelque chose de très important et elle en a fait son métier, et de Christian Drugman, pour lequel la notion de bien-être en entreprise est quelque chose de très important également et il en a fait son cheval de bataille. Mes 2 invités aujourd'hui n'ont pas seulement mis en pratique les différents éléments dont ils vont vous parler aujourd'hui, mais ils ont également pris du recul sur leur pratique et ils ont écrit sur les différents sujets qu'ils vont aborder. Florence, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes diplômée de psychologie positive et auteure. Les 2 livres que je citerai aujourd'hui et qui sont tout à fait dans le contexte de cette émission sont bien sûr 3 kiffs par jour, très très connus, et Power Patate. Vous dirigez aujourd'hui Essentia Conseil, fondée par votre cousin le docteur David Servan-Schreiber, et cette société a pour but de mettre en pratique ses découvertes scientifiques à la psychologie et au bien-être. Donc c'est sur ces thèmes-là que je vous ferai parler aujourd'hui, si vous le voulez bien. Christian, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la formation de Vivendi, mais avant tout, vous êtes un manager profondément humaniste. Le sujet du bien-être des salariés en entreprise est votre cheval de bataille depuis de nombreuses années. Vous avez ainsi publié en 2014 auprès des éditions AFNOR « Comment prévenir les risques psychosociaux en éradiquant les pratiques nocives » et votre prochain livre, pour l'instant un titre provisoire, mais s'appelle « Le management optimal ou comment concilier performance et bien-être ». Je vais tout d'abord m'adresser à vous 2 pour une question commune. Quelles sont, à votre avis, les différentes choses, on va commencer par évacuer le côté mauvais, pour ensuite aller vers le côté non obscur de la force. Quelles sont les différentes choses qui doivent alerter un salarié lorsqu'on voit que cela commence à dysfonctionner dans son travail ? C'est une expérience très personnelle, le dysfonctionnement. Je crois que ce qu'il faut en tous les cas éviter, c'est de considérer que ce qui tout à coup semble déréglé, plus difficile, plus brutal est normal.
Il faut juste garder l'idée que non, ça n'est pas normal. Si c'est brutal, si les rapports justement avec un manager, l'opacité d'instruction ou de communication s'installe, ça n'est pas normal et qu'il y a donc probablement des choses qui méritent d'être éclaircies. Merci. Christian. Alors, je dirais pêle-mêle, comme ça vient, hein, le manque de plaisir au travail, l'ennui, la perte de sommeil, le sommeil haché, les idées qui reviennent, les idées qui tournent en boucle, la procrastination, la fatigue récurrente. Je passerai sur les problèmes de médicaments, d'alcool qui peuvent arriver, de somnifères. Je penserai aussi aux manifestations envers les enfants, l'agacement, l'énervement. Voilà, toutes ces choses qui, en définitive, ne sont pas normales, comme le dit Florence, mais qui sont manifestement les précurseurs de quelque chose qui ne va plus. Quand on s'aperçoit de ceci, Florence, qu'est-ce que le salarié peut commencer à faire de son côté, ou de façon préalable, ou curative ou préalable, pour commencer à essayer de gérer un équilibre de vie ou personnel ou professionnel, ou de balance entre personnel et professionnel, quand il veut travailler dans des conditions qui sont pas toujours très faciles aujourd'hui, ou passer des étapes qui sont compliquées? Alors, je ne suis pas très spécialisée dans la gestion de crise. Ma spécialité, c'est la prévention. Voilà, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt comment définir ce qu'est l'équilibre pour soi, comment être attentif à ce qui me permet de créer la meilleure expérience possible, et puis surtout quelque chose dont on a le droit de parler aussi, qui est comment je m'épanouis en travaillant. Parce que là, nous parlons de situation de crise, mais l'idée d'aller travailler, c'est pas de gagner sa vie. L'idée d'aller travailler, c'est d'exprimer qui on est, d'exprimer ses compétences, d'être en lien avec des gens, de faire en sorte que tout ça circule. Et heureusement pour la majorité des gens, c'est ça d'aller travailler. Donc, à titre préventif, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vraiment s'assurer le mieux possible tout au long de sa carrière, accident compris, parce que évidemment, il y a des accidents, des choses imprévues qui vont nous permettre d'apprendre tout un tas de choses sur nous-mêmes, de se dire que quel que soit le chemin, agréable ou désagréable, je suis en chemin. Et je suis en chemin vers moi, je suis en chemin vers l'expression de ce que j'ai à faire et de ce qui peut m'épanouir, même dans la difficulté. Je peux aussi m'épanouir dans la difficulté, par exemple. Bien sûr. Donc la première chose, c'est définir une direction. C'est d'essayer quand même d'être assez connecté à qui nous sommes et ce dont nous avons besoin et ce dont nous sommes capables. Je crois que c'est l'avantage du grand âge, c'est que plus on avance, plus on connaît son niveau. J'appelle ça connaître son niveau. Ou sa place. Sa place d'une part, mais quand je dis son niveau, j'ai moi-même appris quel était mon niveau. Je sais ce que je suis capable d'écrire, je sais ce que je suis capable de dire, et donc il y a des choses que je vais accepter, d'autres que je vais refuser, parce que je sais je sais de mieux en mieux ce qui me permet de faire les choses comme j'aime qu'elles soient faites. Merci. Christian, de votre côté, quand l'entreprise diagnostique que ça va mal, et ensuite on va passer par comment faire pour que ça aille bien tout le temps, comment l'entreprise peut commencer à aider un salarié, et puis surtout peut-être de quelle façon, avec quels moyens et jusqu'à quelles limites? Alors, je vais commencer par répondre à la dernière de vos questions, c'est quelles limites? Effectivement, le Code du travail dit que l'entreprise a la responsabilité de la santé physique et mentale des salariés placés sous sa responsabilité. Ça veut dire qu'on ne fait pas le distinguo entre ce qui est de la sphère personnelle, de ce qui est de la sphère professionnelle. Ça veut dire que dès lors qu'un salarié ne se sent pas bien, l'entreprise a la responsabilité de sa santé physique et mentale. Très important, obligation, c'est très important, non obligation de moyens. C'est une obligation de résultat. Waouh. Et les tribunaux se prononcent dans ce sens-là aujourd'hui. Dur d'être DRH aujourd'hui. Voilà. Hein. D'accord. Alors, pour ce qui concerne ce que peuvent faire les entreprises, déjà, il faut se rendre compte que le stress n'est pas une maladie. Le stress, c'est la manifestation qui permet à l'individu de s'adapter à son environnement quand le besoin s'en fait sentir. Ça veut dire que il y a plusieurs choses. La première, c'est j'en vois 4, comme ça approximativement. La première, c'est de former des managers qui ne sont pas des managers, mais qui sont pour l'essentiel aujourd'hui des spécialistes, des gens qui font du management par la force des choses, puisque leur progression de carrière passe par le management.
Il faut les former à repérer les dysfonctionnements chez leurs collaborateurs. C'est ce qu'on voyait un petit peu tout à l'heure. Il faut les former à écouter, à respecter, à donner du feedback, et il faut les former au droit à l'erreur. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, puisqu'on a vu que le stress était un manque de ressources, ou en tout cas un manque supposé de ressources, c'est donner de la ressource. C'est donner de la formation s'il y a un problème de connaissances. C'est donner des moyens matériels. On ne peut pas faire toujours plus avec toujours moins de moyens. Puis il faut donner de la ressource psychologique si le besoin s'en fait sentir. Il y a une chose également qu'il faut faire, c'est, et ça tient effectivement aux managers de proximité, c'est donner du sens. Aujourd'hui, les salariés manquent énormément de sens. Beaucoup ne connaissent pas la stratégie de leur entreprise. Beaucoup travaillent de façon assez mécanique, c'est du travail prescrit, et travaillent sans mettre à contribution leur intelligence. Toutes ces choses-là, il faut les gommer de manière à redonner à l'individu une capacité d'autonomie dans son travail. Et puis, la dernière des choses que l'entreprise doit faire, c'est mettre en place des dispositifs pour traiter les risques psychosociaux. Il y a un document qui s'appelle le document unique qui est là pour identifier à la fois les risques physiques et les risques mentaux. Il faut l'établir. Et puis ensuite, il faut s'intéresser réellement aux questions de bien-être en entreprise. Ça va être dans la deuxième partie de notre émission. Cuando salimos a la calle es una selva de animales y cada quien cuidando su pellejo con una pistola entre los carnaciales y en las portadas de los diarios no hay necesidad de mirarlo. Y con tal de vender miles de ellos aprovechan el morbo y matan los anhelos. No queremos armas, aquí queremos más amor. Si se acabó la guerra, oye, porque sigue habiendo dolor. Y no queremos armas, aquí queremos más amor. Si se acabó la guerra, oye, porque sigue habiendo dolor. Je vous rappelle notre thème aujourd'hui, réinventer le bien-être au travail, une responsabilité partagée entre le salarié et la société qui l'emploie. Alors je vais tout d'abord donner la parole à Florence, puisque la question commence par une responsabilité partagée, tout d'abord par le salarié. Qu'est-ce qu'un salarié peut faire justement pour ne pas avoir à gérer ses crises, et puis pour être en pleine possession de son rôle, de son rôle de manager, et de pouvoir s'aider et aider les autres. Je crois que vous avez pas mal travaillé sur ce sujet. Alors déjà, s'il y a une crise, il va devoir la gérer de toute façon. La crise souvent arrive de l'extérieur, je ne la provoque pas à titre individuel. Mais je crois que le sens de votre question, c'est que comment est-ce que chacun peut participer justement à cette évolution, une évolution qui va vers l'épanouissement. Je sors ce matin, j'étais vraiment ce matin, j'en viens à l'instant, dans un grand groupe de distribution français, où clairement c'est une communication, donc cette psychologie positive qui permet d'avoir un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de nous exprimer, d'être à notre place et surtout de prendre la responsabilité de notre bien-être et de la manière dont nous allons activer un certain nombre de choses. Je m'adressais à une population de cadres, donc ce n'était pas le comité exécutif, ce ne sont pas les absolus dirigeants de la société, mais c'est incroyable de voir le nombre d'initiatives que ces gens à ce niveau intermédiaire sont prêts à mettre en place.
eux-mêmes vis-à-vis de leurs collaborateurs, eux-mêmes vis-à-vis de leur propre expérience professionnelle aussi. C'est-à-dire que c'était des femmes, en l'occurrence, qui avaient toutes envie, enfin comprenaient que cette carrière qui est la leur fait partie intégrante de leur vie. C'est-à-dire que cet équilibre qu'elles vont trouver entre leur vie personnelle et évidemment la vie professionnelle est totalement déterminante. Alors après, évidemment, toutes me disaient, est-ce que vous pouvez revenir pour parler au COMEX ? Ça nous arrangerait, ça nous ferait gagner un peu de temps. Alors j'ai dit bien sûr, mais vous pouvez aussi d'ores et déjà maintenant, dans les initiatives qu'elles ont proposées, parce que c'était ça l'objectif, c'était d'une part de leur parler de tout un tas de dispositifs possibles, d'interprétations possibles, parce que beaucoup de choses sont liées à la façon dont nous interprétons le travail que nous faisons, les directives que nous recevons, et le la sens récompense que nous avons ou pas. Oui, mais la récompense, vous savez, la récompense la plus efficace est une récompense intrinsèque, c'est-à-dire une récompense qui vient de l'intérieur de nous. Celle-là, on est sûr de l'avoir. On est sûr de l'avoir, enfin, on est sûr. En tout cas, c'est vers celle-là que nous avons le plus de pouvoir pour œuvrer. C'est-à-dire que je dois me concentrer là-dessus. Est-ce que de ce travail, je vais, moi, tirer une satisfaction? Est-ce que je suis suffisamment engagée? Est-ce que j'y trouve du plaisir? Et est-ce que j'y trouve du sens? Je suis tout à fait d'accord avec Christian. Il y a vraiment cette notion, j'ai besoin de savoir à quoi sert ce que je fais. Et dès lors que je sais ça, après, je suis beaucoup plus souple dans la manière pour réagir à ce qui va se produire. Et aux aléas, bien sûr. Et aux aléas. Il va y avoir des aléas. La vie en entreprise est truffée d'aléas, d'imprévus, d'autres gens. Les gens sont, par définition, une contrainte quand on travaille avec d'autres gens, que ce soit leur personnalité, leurs besoins, leur rythme. Sartre disait l'enfer c'est les autres. Oui, mais le paradis aussi. Alors voilà, on est un peu coincé de toute façon. On est coincé avec les autres, il faut faire avec. Mais c'est une bonne nouvelle. Tout à fait. Christian, je crois que sur ce principe, vous êtes en train de vivre ou de mettre en œuvre une transition d'entreprise. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler, nous expliquer comment ça se passe du point de vue du manager et comment vous vivez cette transformation? Alors, il est un peu trop tôt pour que j'aille trop loin dans la réponse, hein. Mais je vous promets de venir spécialement vous expliquer ce qui aura été fait. En fait, je peux vous dire trois choses. La démarche repose sur un principe, c'est-à-dire une relation gagnant-gagnant entre l'entreprise et le salarié, basée à la fois sur les besoins de l'entreprise et sur les besoins du salarié. La deuxième chose, ce sont trois règles qui sont en fait, on le verra un peu plus tard, les règles du management optimal. C'est premièrement, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi. La deuxième chose, c'est qu'il existe une responsabilité partagée entre l'entreprise et le salarié. L'entreprise doit donner du travail et le salarié doit donner le meilleur de lui-même. L'entreprise doit donner des opportunités, le salarié doit les saisir. Et troisième règle, c'est l'entreprise doit se considérer comme un entraîneur de sportifs de haut niveau. C'est-à-dire qu'elle doit lui permettre de s'entraîner de façon à battre les records quand ils doivent être battus. Mais on ne va pas demander, par exemple, à de la Villenie de battre des records de hauteur à la perche tous les jours. C'est infaisable. Et on ne peut pas demander la même chose aux salariés. C'est infaisable. Et puis, dernière chose sur lequel est basé le projet actuel dans mon entreprise, c'est un engagement, c'est celui de la direction générale. Ça, c'est un engagement qui doit être fort, qui doit être marqué et qui doit reprendre en définitive les propositions qui avaient été faites à son époque par Henri Lachmann dans le rapport qui avait été remis à François Fillon sur les 10 conditions de bien-être en entreprise. L'engagement total de la direction générale. D'accord. Donc là, vous vivez cette période de transformation. Dans un management optimal qui est l'objet de votre prochain livre, quels sont les leviers que l'entreprise devrait mettre en œuvre pour que justement on minimise ce risque de crise et de dysfonctionnement? Alors, le management optimal, c'est un acte marketing en définitive, hein. C'est Gullprett qui est l'un des personnages du bouquin qui explique ce qu'est le management optimal, et il est basé effectivement sur les règles que je vous ai données. Pardon, vous pouvez me répéter la question parce que je... Oui, la question, le management optimal, est-ce que vous pourriez me donner juste quelques règles du management futur pour que on limite le nombre ou l'occurrence des crises alors qu'elles arrivent aujourd'hui quand même relativement fréquemment?
Écoutez, je pense que le management optimal, ou en tout cas le management tel qu'il devrait être un management participatif. C'est-à-dire que l'intelligence est une intelligence collective. L'individu seul dans son côté solitaire, dans sa finitude, voilà, exactement, n'est pas créatif. Il faut donc permettre à l'individu de comprendre là où il doit aller et ce que l'on attend de lui donner effectivement du feedback quand c'est nécessaire, de manière à ce qu'à chaque moment il puisse se positionner sur ce qu'il doit faire, comment il peut le faire. En tout cas, il faut lui laisser la liberté absolue de faire comme il l'entend dans la réalisation de ce qu'on lui demande. Ça me paraît être indispensable. C'est-à-dire qu'on est contre la taylorisation et le micromanagement. On est contre la taylorisation, on est contre le micromanagement, et chaque individu a une part de richesse qui ne demande qu'à s'exprimer et à se réaliser. Il faut jouer de cet aspect au profit de la communauté. C'est la raison pour laquelle on parle bien dans ma démarche de pacte gagnant-gagnant, si vous voulez. Je me demande même dans quelle mesure il y aurait pas derrière tout ça une espèce de pacte social à recréer. À réinventer. À réinventer, oui. Florence, qu'est-ce que vous pensez de la mise en œuvre de ce concept et comment le salarié pourrait commencer à être le premier acteur de cette démarche? Mon observation, toujours dans les missions que je mène, c'est que lorsque en général, ce sont des managers qui viennent me voir avec une situation compliquée qui est à adresser, mais au lieu de l'adresser en essayant de trouver une solution, en trouvant les dysfonctionnements, nous trouvons la solution en nous appuyant sur les forces qui existent dans cette entreprise-là, en commençant individu par individu, quelles sont mes qualités, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai réussi. Et une fois qu'on a réveillé ça chez les gens, mon observation, c'est que non seulement on trouve des solutions tout à fait créatives et inédites, parce que ce sont les gens qui ont participé, c'est cette intelligence collective dont parle Christian, qui est tout à fait impressionnante quand elle est en marche, et la personne qui au bout du compte a le plus changé, a le plus été transformée, ça n'est pas le salarié, mais c'est le manager, qui a vu se produire des choses. Évidemment, il a eu l'intuition de se dire, prenons le problème plutôt par nos forces que par nos difficultés ou nos lacunes, et à l'arrivée, ce qui s'est produit, c'est qu'il a vu en marche ses collaborateurs faire des propositions, trouver des solutions, avancer vers une résolution de ce qui était en jeu, et du coup, c'est lui ou elle, d'ailleurs, qui a le plus appris et été le plus transformé. Donc, c'est un mouvement qui là aussi, est en marche, mais il faut quand même avoir un peu d'ouverture de la part de ces managers et dirigeants d'entreprise, de se dire, soyons capables aussi de regarder les crises lorsqu'elles se présentent, parce qu'elles se présentent. Et qu'elles sont révélateurs de quelque chose. Elles sont toujours révélatrices de quelque chose, et je crois qu'il faut presque plus, plutôt que d'apprendre aux gens à travailler dans des entreprises, il faut leur apprendre à se sortir de crise. Et une fois que l'on sait que l'on peut faire ça, on peut compter sur soi. Oui, on peut travailler partout, et on peut compter sur soi, et on peut savoir que ça n'est qu'une étape, et que rien n'est définitif, et que tout va se transformer. Et si je sais ça, ma carrière sera quand même beaucoup plus facile à vivre de nos jours. C'est ce que j'explique à mes clients quand ils sont dehors, en leur disant, prenez d'abord vos appuis sur vous. Quand vous n'avez pas besoin de prendre vos appuis sur l'autre, vous pouvez rentrer dans l'entreprise, c'est bon. Exactement. Et en général, ils trouvent en moins de 15 jours à ce moment-là. C'est ça. Quelles sont les étapes que vous me diriez que le salarié doit mettre en œuvre? C'est d'abord un éveil du manager? De lui-même, surtout d'abord un éveil de ce que sont justement ses forces et ses particularités à lui, c'est-à-dire déjà de se considérer trouver ses talents, se considérer comme un être capable, savoir capable de quoi, et ne pas se laisser dévaloriser lorsque ça arrive parfois malheureusement. Si jamais ça arrive, c'est-à-dire qu'on peut changer vous savez, on peut organiser son système de soutien. Si mon manager ne sait pas me soutenir, je peux m'adresser à des gens qui eux savent voir en moi quelqu'un qui a des qualités. Ça nous en avons tous dans notre vie, des gens qui sont capables. Le miroir est très important. Les proches, mais même dans l'entreprise. Donc on peut choisir ces miroirs, parce que ça arrive souvent. Soyons très clairs, ça arrive souvent qu'un manager ne soit pas en mesure de soutenir, malgré toute la théorie du monde, qu'il n'ait pas le temps, qu'il n'ait pas l'envie, ou pas le temps, pas l'envie, votre tête lui revient pas. Enfin, il y a plein de situations. Or, c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter non plus. Donc, comment est-ce qu'en attendant que justement le vent passe, je peux m'appuyer sur des gens qui eux sont capables de voir que j'ai des qualités. Donc, j'ai déjà le pouvoir de pouvoir faire ça.
Et puis quand même de me réaliser aussi dans la qualité de mon travail, et puis ne pas oublier que parfois on peut changer. C'est-à-dire qu'on peut changer de crèmerie. Non, on peut changer de crèmerie, on peut se rendre compte que ce sera mieux ailleurs. Il faut pas toujours se dire que on va résoudre absolument toutes les situations, mais surtout pas. Mais on a quand même envie de faire en sorte qu'elle s'améliore. Et puis le manager, on peut évidemment faire des propositions, et puis s'il est obtus, eh bien tant pis pour lui. Oui, c'est ça. C'est ça, disons ça comme ça. Christian, quelles seraient les étapes? Alors, dans quel ordre? Du point de vue de l'entreprise, je commencerai par traiter les risques psychosociaux. On commence par le bas pour nettoyer, c'est ça? Voilà, on nettoie et on fait en sorte que la situation soit propre. Alors, parce que en définitive, les risques psychosociaux et le bien-être en entreprise, ce sont les deux faces d'une même force. Il y a le côté obscur, les risques psychosociaux, on dit les risques, bien entendu, et de l'autre côté, c'est la face plus lumineuse avec le bien-être. Et le management des talents, dont parlait Florence. Et le management des talents et l'épanouissement, effectivement, au travail dont parlait Florence tout à l'heure. Alors, moi, je partirais effectivement pour nettoyer la chose, c'est de traiter les RPS et mettre de la ressource à disposition des gens. J'ai mis en place un dispositif avec la possibilité d'une aide psychologique si nécessaire, 24 heures sur 24, ouvert aux salariés, mais aussi à sa famille. Donc voilà, il faut mettre un certain nombre de choses en place. Deuxièmement, c'est organiser des moments de bien-être. J'en ai organisé deux. J'ai organisé 2 semaines, une en 2013, une en 2015, sur le bien-être. Je vous cite comme ça très très vite ce qui avait été évoqué. Dans la première semaine, on avait parlé des choses qui touchent vraiment l'individu, et pas que l'individu au travail. C'est les rythmes biologiques, c'est la récupération, la nutrition, la détox, la motivation. Et la deuxième semaine, tout ça accompagné d'ateliers de sophrologie le soir. Et puis la deuxième semaine, tournée autour de la méditation de pleine conscience, l'alignement corps, esprit, émotion, la voix et l'expression non verbale. Et puis la 4e journée, c'était le rire. Voilà, tout ça évidemment avec des ateliers. Ça donne très envie. Et donc l'idée, c'est aujourd'hui, on m'a posé la question, pourquoi ne pas faire cette semaine tous les ans? J'ai répondu un peu benoîtement, mais que Noël n'était pas tous les ans, donc cette semaine non plus. Mais en revanche, j'espère la décliner mensuellement, de façon à pouvoir avoir un événement et un moment qui revient régulièrement. Donc ça crée une habitude. Voilà, ça crée une habitude. Et puis ça crée surtout le bien-être, ça n'est plus un mot incongru, ça devient un mot qui passe dans le vocabulaire de tout le monde. Et puis dernière chose, bien c'est travailler avec les salariés dans le cadre d'ateliers collaboratifs sur le bien-être et leurs conditions de bien-être. Dire en quoi ils considèrent que telle ou telle mesure est une condition de son bien-être. Florence Servan-Schreiber, Christian Drollemann, je vous remercie énormément de cette très belle leçon de vie en entreprise et en communauté. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même grand plaisir en direct, mais cette fois-ci à la rentrée. En attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances.